Salut à tous et bienvenue sur French Podcast. Moi c'est Charline et aujourd'hui on plonge dans un thème qui touche tout le monde, l'argent. Mais attention, pas de prise de tête, on va rendre ça aussi naturel qu'un café entre amis. Emmanuel, prêt à parler budget, shopping et tout ce qui brille? Salut Charline! Franchement, j'adore ce sujet. C'est fou, comme parler d'argent, surtout en français, peut sembler compliqué alors que, avec un peu de vocabulaire et de confiance, ça devient vite plus simple qu'on le croit. J'ai même une anecdote à ce sujet, mais j'y reviendrai plus tard. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. En attendant, on va aussi donner plein de conseils pratiques, histoire que tout le monde reparte avec des phrases utiles pour parler de son budget, que ce soit en voyage, au marché ou même en ligne. Oui, et puis on va pimenter l'épisode en partageant nos propres expériences, pas toujours glorieuses, avec l'argent. Mais Charline, tu penses qu'on commence par où? Les bases du budget? Exactement. Allez, on ouvre le bal avec comment parler simplement de son budget en français. Je sens qu'on va bien s'amuser. Alors Emmanuel, imagine. Tu viens d'arriver à Paris et quelqu'un te demande comment tu gères ton argent en voyage. Tu réponds quoi? Ah, la question qui tue. Moi, je dirais, j'ai un petit budget, donc je fais attention à mes dépenses. C'est simple, mais c'est souvent ce qu'on a envie de dire quand on n'a pas un compte en banque illimité. Tu utilises cette phrase, toi? Tout le temps. Et même parfois, je précise, je fais des économies en cuisinant à la maison ou je privilégie les transports en commun. C'est vrai qu'il y a mille façons de parler budget sans passer pour le radin du groupe. C'est clair. Ce que je trouve cool, c'est que en français, il y a plein de petites expressions pour nuancer, comme dire qu'on a un budget serré, ou au contraire qu'on a un peu de marge ce mois-ci. Ça permet de pas être trop direct, tu trouves pas? Oui, et ça évite de tomber dans les clichés. D'ailleurs, on va voir dans un instant tout le vocabulaire utile pour l'argent et le shopping. Mais avant, une petite astuce pour ceux qui n'osent pas trop en parler. Oser demander des conseils, ça ouvre souvent des portes. Alors, question vocabulaire. Si quelqu'un veut négocier le prix dans une boutique, comment il peut s'y prendre en français? Direct, j'aime bien. Donc quoi, on peut dire est-ce qu'il y a une réduction ou vous faites un prix. Et si on veut être poli, ajouter un petit s'il vous plaît à la fin, c'est toujours apprécié. C'est vrai. Et pour parler de moyens de paiement, j'entends souvent, est-ce que je peux payer par carte? Ou vous acceptez les chèques? Ça peut sauver la mise, surtout dans les petits commerces où tout n'est pas toujours high-tech. Oui, et il faut pas avoir peur de demander c'est combien, même si on a l'impression de harceler, c'est normal en France de vouloir connaître le prix avant d'acheter. Ça m'a évité quelques surprises, je t'avoue. Je confirme, surtout quand il s'agit de marché ou de brocante. Ça me rappelle la fois où j'ai failli payer le double pour des fraises. Bref, cette histoire de shopping, c'est aussi une question de vocabulaire, mais aussi de confiance, tu ne trouves pas? Absolument. Et plus on ose demander, plus c'est facile. D'ailleurs, ça me fait penser à tous ces petits mots pour les prix. Pas cher, un bon plan, trop cher, ça vaut le coup. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Parlant de vocabulaire d'argent, t'as déjà eu des galères en essayant d'expliquer ton budget quelque part? Ah, tellement. Une fois, à l'hôtel, je croyais que tout compris voulait dire le petit déjeuner inclus. Résultat, grosse surprise au moment de l'addition. Depuis, je demande toujours qu'est-ce qui est inclus dans le prix. J'adore. Ça m'est arrivé aussi, mais avec le mot caution. Je ne savais pas qu'il fallait payer une avance en location moralité. Demander est-ce qu'il y a une caution. M'a sauvé plus d'une fois. Et tu sais, on apprend souvent à nos dépens, c'est comme les frais cachés ou les différences entre remise, promotion et solde. La première fois, je me suis fait avoir parce que je ne comprenais pas la nuance. C'est tellement vrai. On pense que tout est logique. Mais parfois, comprendre ces subtilités, ça peut faire la différence entre un bon plan et une galère. D'ailleurs, on pourrait donner quelques phrases magiques à toujours garder en tête. Tu veux commencer? Avec plaisir. Par exemple, est-ce que c'est négociable? Ou vous avez des offres spéciales en ce moment? Ça, c'est le genre de questions qui peuvent transformer un achat banal en super affaire. Après toutes ces anecdotes, je me dis que pour les apprenants au niveau intermédiaire, le plus dur, c'est souvent d'oser parler d'argent à voix haute. Tu as un conseil là dessus? Ce qui aide vraiment, c'est de pratiquer avec des scénarios simples, demander un prix, parler de ses dépenses avec un ami, ou expliquer pourquoi on ne veut pas acheter. Plus on s'entraîne à voix haute, plus c'est naturel. C'est comme au marché. La première fois, c'est stressant, mais après quelques essais, on n'y pense même plus. D'ailleurs, pourquoi ne pas écrire ces phrases clés sur un papier ou dans son téléphone pour les relire avant de sortir? Super idée. Ça m'a vraiment aidé au début. Et puis, écouter des podcasts comme le nôtre, ça permet de s'habituer à l'accent, au rythme
Franchement, même se tromper, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on ose. On en revient toujours à la même chose. Plus on parle, plus on apprend. Et se faire comprendre, même avec quelques fautes, c'est déjà une victoire. On aura sans doute l'occasion d'approfondir ce sujet dans un prochain épisode. Bon, Emmanuel, avant de se quitter, un dernier mot pour nos auditeurs qui hésitent encore à parler argent en français. Je dirais, lancez-vous, on fait tous des erreurs, mais chaque conversation, même maladroite, vous rapproche de la fluidité. N'ayez pas peur de poser des questions, même les plus simples. Exactement. Et puis, c'est souvent en parlant d'argent qu'on crée des liens avec les autres, qu'on découvre de nouvelles expressions et parfois même qu'on fait de belles économies. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, partagez cet épisode et racontez-nous vos petites victoires ou galères avec l'argent en français. On adore lire vos histoires. On se retrouve très vite sur French Podcast pour un nouvel épisode plein de bonne humeur et de conseils pratiques. Prenez soin de vous et surtout, osez parler français, même de votre budget. À bientôt. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Je suis ravie qu'on se retrouve pour cette deuxième partie de l'épisode. Salut Emmanuel, tu es prêt à continuer notre plongée dans le monde du français et de l'argent ? J'attendais ça avec impatience, Charline. On a eu des retours hyper positifs la dernière fois, surtout sur nos exemples de situations de shopping en français. Je sens qu'on va encore apprendre plein de trucs aujourd'hui. Carrément. D'ailleurs, pas mal de gens nous ont demandé des astuces pour mieux parler de leur budget en français, surtout quand ils voyagent ou vivent ici. Ça me donne envie d'attaquer direct avec ce sujet. En plus, ça tombe bien, tout le monde doit gérer un budget, que ce soit pour les courses, les sorties ou même les petites folies shopping. On va voir ensemble les mots utiles et comment éviter les faux pas quand on parle d'argent. Alors, comment tu t'y prends, Emmanuel, pour parler de ton budget en français ? Tu utilises quoi comme vocabulaire quand tu veux dire que tu dois faire attention à tes dépenses ? Franchement, j'adore dire je fais attention à mon portefeuille ou je surveille mes dépenses. C'est un peu comme dire qu'on garde un œil sur l'argent qui sort. Et toi, tu as une expression favorite? J'aime bien dire « j'ai un budget serré ce mois-ci », surtout après un gros achat. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Et puis, pour demander le prix de quelque chose, il y a plein de façons différentes, pas seulement ça coûte combien. Exactement. Parfois, on peut dire quel est le tarif ou même c'est à quel prix, selon le contexte. Ça change complètement la nuance, tu trouves pas? Oui, complètement. Et puis, ça évite de paraître trop direct. Mais justement, parlons de shopping. Le shopping, c'est vraiment le terrain d'entraînement quand on apprend à parler d'argent en français. Tu te souviens de ta première négociation dans une boutique parisienne? Oh, je m'en souviens très bien. J'ai essayé de demander une réduction, mais j'avais confondu remise et rabais. La vendeuse m'a corrigé gentiment. Et depuis, je fais attention à utiliser le bon mot. C'est typique. Et puis il y a tous ces mots comme la facture, l'addition ou même un reçu. Les utiliser au bon moment, ça montre qu'on maîtrise la langue, tu ne trouves pas? Absolument. Et pour les moyens de paiement aussi, il faut connaître payer en liquide, par carte ou même en plusieurs fois. Ça peut sauver la mise quand ton paiement ne passe pas du premier coup. D'ailleurs, ça me fait penser à toutes ces expressions idiomatiques françaises autour de l'argent. On pourrait en partager quelques-unes? Alors là, il y a de quoi faire. Par exemple, avoir un radin ou être près de ses sous, c'est une façon rigolote de dire qu'on ne dépense pas facilement. Oui, ou alors jeter l'argent par les fenêtres. Là, c'est carrément l'inverse, c'est pour parler de quelqu'un qui dépense sans compter. Tu en utilises souvent, toi, des expressions comme ça. Ce qui me fait rire, c'est être fauché comme les blés. Ça m'arrive parfois à la fin du mois, surtout après les soldes. Pareil. Et puis il y a ça coûte un bras ou c'est donné pour dire que c'est très cher ou pas du tout. Ces petites phrases, ça donne tout de suite du relief à la conversation. Exactement. Et ça aide à se sentir plus à l'aise quand on parle argent. Mais du coup, comment les apprenants intermédiaires peuvent-ils s'entraîner à utiliser tout ce vocabulaire sans se tromper ? Ce que j'adore conseiller, c'est de s'inventer des mini-scénarios. Genre, imaginez qu'on est dans une boulangerie et qu'on doit gérer son budget pour acheter une baguette thé, une pâtisserie, sans exploser la tirelire. C'est malin. Tu sais, certains de nos auditeurs créent même de faux tickets de caisse pour s'entraîner à lire et comprendre le vocabulaire du shopping. Ils notent les prix, les réductions et même la TVA. Et puis, rien de tel que de pratiquer avec un francophone, même juste commander un café, demander l'addition ou refuser poliment une suggestion parce que c'est hors budget, ça fait progresser à une vitesse folle. Absolument. Et le podcast est justement là pour ça. Donner des exemples, des dialogues et aussi un peu de motivation. Tiens, pour finir, tu voudrais partager un dernier mot ou conseil pour les apprenants ?
Ce que je retiens, c'est que parler d'argent en français, c'est pas juste une question de vocabulaire. C'est aussi oser s'exprimer, même avec des petites erreurs. Plus vous essayez, plus ça devient naturel. J'adore cet état d'esprit. On espère que cet épisode vous a donné des outils pour parler de votre budget, comprendre les expressions du shopping et surtout gagner confiance en vous. On a hâte de lire vos anecdotes et vos progrès. N'hésitez pas à partager vos expériences sur nos réseaux ou à poser vos questions pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était Charline et Emmanuel sur French Podcast et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de français authentique. À la prochaine. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qu'on croit tous connaître, mais qui est en fait plein de codes cachés. C'est la manière dont on parle d'argent en français. Notre point de départ, c'est le titre d'une ressource pédagogique. Parlez de votre budget en français, vocabulaire argent et shopping. Bon, à première vue, ça ressemble à une simple leçon de vocabulaire. Mais nous, notre mission, c'est de gratter un peu la surface. Ce titre, en fait, c'est une carte. Une carte qui nous montre comment la culture française voit la gestion financière, comment elle nomme l'argent, et même comment elle ritualise la dépense. On va suivre ce parcours ensemble. Pour décoder un peu ce que la langue nous dit sur la relation des Français à leur portefeuille. Oui, c'est une excellente approche parce que parler d'argent, en fait, ce n'est jamais neutre. Chaque mot, chaque expression, tout ça est chargé d'histoire, de non-dit, de valeurs. Quand une langue développe un lexique spécifique pour le budget ou pour le commerce, elle ne fait pas que décrire une réalité économique. Non, elle construit un rapport au monde. Et en France, ce rapport est particulièrement complexe, presque paradoxal. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler un peu. Parfaitement. Alors, pour suivre cette carte, ce parcours, on va faire 3 étapes. Ça commence dans l'intimité, presque dans notre tête, avec le plan, la notion de budget. Ensuite, on va s'intéresser à l'objet lui-même, si j'ose dire, c'est l'argent, sous toutes ses formes, du plus formel au plus familier. Et puis, on finira par voir comment tout ça se met en scène dans l'espace public, dans l'action, le shopping. C'est ce voyage qu'on propose. Alors, commençons par le début de la chaîne. Parler de son budget. Ce qui est frappant tout de suite, enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que le vocabulaire qui vient spontanément est teinté d'une certaine anxiété, non? Une idée de contrôle. On parle de gérer, d'équilibrer, de dépasser son budget. On a un budget serré. Et l'expression la plus courante pour dire qu'on s'en sort, c'est joindre les deux bouts. Ça implique déjà une tension, un effort. J'ai l'impression que la langue, elle conçoit le budget moins comme un outil de liberté que comme une contrainte qu'il faut maîtriser. C'est très juste. Le champ lexical, c'est celui de la lutte, pas vraiment de l'épanouissement. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, le fameux tabou de l'argent en France. C'est un sujet qui est perçu comme privé, presque intime. Du coup, la langue se dédouble. D'un côté, on a le langage officiel, froid, technique, celui qu'on emploie avec sa banque, par exemple. On va parler de solde créditeur, de capacité d'emprunt, de prélèvement. C'est une langue dépersonnalisée, quasi clinique. Elle est faite pour mettre de la distance. Une sorte de langue de verre pour ne pas toucher l'argent directement avec les mains. Exactement. Et de l'autre côté, pour en parler entre proches, là on bascule dans un registre complètement différent, beaucoup plus imagé, métaphorique. Et souvent c'est teinté de négativité. L'expression la plus célèbre, c'est « être dans le rouge ». C'est une métaphore d'une puissance incroyable qui est devenue totalement banale. On ne dit pas « j'ai un solde négatif », non, on est dans le rouge, comme si on était entré physiquement dans une zone de danger. Et de la même façon, on dit qu'on est à découvert. Ça suggère une vulnérabilité, une mise à nu. Ah oui, l'image d'être dans le rouge, elle est fascinante. Ça vient, je suppose, des anciens relevés de compte où les chiffres négatifs étaient vraiment écrits en rouge. C'est fou comme une simple convention comptable a pu infuser à ce point le langage courant. C'est devenu l'expression standard de la difficulté financière. C'est une vraie trace d'histoire dans notre façon de parler. Et ça prouve bien que quand on parle budget, on parle moins de chiffres que d'émotions. La peur, le stress, et puis le soulagement de joindre les deux bouts. Tout à fait. Et le fait qu'une ressource pédagogique comme ça choisisse de commencer par le budget, c'est très révélateur. On ne commence pas par comment gagner de l'argent, ni comment investir. Non, on commence par comment gérer ce que vous avez. Ce qui est une posture fondamentalement prudente, peut-être même un peu défensive. Et ça en dit long sur la mentalité. L'important, c'est de tenir, de ne pas déraper. D'accord. Mais si on est censé être si discret sur son budget, si c'est un sujet si tabou, comment la langue se débrouille-t-elle avec l'objet lui-même? Comment est-ce qu'on nomme cet argent dont il ne faudrait pas parler? C'est notre deuxième étape. Et là,
on tombe sur une autre forme de schizophrénie linguistique, j'ai l'impression. Oui, le contraste est saisissant. On a vu le langage bancaire, très technique. Virement, carte bancaire, terminal de paiement. On dirait que plus l'argent se dématérialise, plus le langage devient abstrait, aseptisé. Ce sont des termes qui visent l'efficacité, la neutralité. Ils décrivent des opérations, pas une substance. La carte bleue, qui est une antonomase célèbre en France, en est un bon exemple. On ne parle plus de l'argent, mais de l'objet en plastique qu'il représente. On met une couche de plus entre soi et la réalité financière. C'est un lexique de l'abstraction, oui. Mais alors, en opposition totale, on a une explosion de termes d'argot. C'est ça qui est incroyable. Pour une chose dont on parle si peu, on a une quantité phénoménale de mots pour la désigner de manière informelle. Le fric, la thune, le pognon, l'oseille, le blé, la liste est presque sans fin. Comment on explique cette richesse argotique pour un sujet qui est censé être tabou? C'est presque une obsession, non? C'est toute la question. Est-ce une obsession ou est-ce justement une stratégie pour contourner le tabou? Ma conviction, c'est que c'est plutôt la deuxième option. L'argot, il a une fonction sociale très forte. Il crée une connivence, un entre-soi. Utiliser le mot pognon ou thune avec quelqu'un, c'est lui signaler qu'on est dans un cercle de confiance. Un cercle où le tabou peut être levé temporairement. C'est une façon de dire, entre nous, on peut en parler. Ah, l'argot comme une clé pour ouvrir une porte qui est normalement fermée à double tour. Précisément. Et en plus, beaucoup de ces termes ont une connotation un peu brute, presque sale. Le fric, ça vient du fricot, du ragoût, quelque chose de très terre-à-terre. Le pognon, ça vient de poigne, ce qu'on tient dans la main. Ces mots, ils ramènent l'argent à sa matérialité la plus basique, et en faisant ça, ils le désacralisent. Ils le sortent du monde abstrait de la banque pour le ramener dans la poche du quotidien. C'est une manière de se le réapproprier, de le rendre moins intimidant. L'argot, c'est une forme de résistance populaire contre le langage technocratique de la finance. J'aime beaucoup cette idée. C'est comme si la langue avait deux boîtes à outils. Une boîte stérile pour les opérations officielles et une autre pleine d'outils anciens, un peu gras mais beaucoup plus expressifs pour le bricolage de tous les jours. Et puis, il y a des expressions comme « ça coûte 10 balles ». Le mot « balle », qui remplace franc puis euro, il est tellement ancré que même des jeunes qui n'ont jamais connu le franc l'utilisent. C'est la preuve que ce langage a sa propre vie, complètement déconnecté de la monnaie officielle. Absolument. Bâle est un fossile linguistique vivant. Et ne pas connaître ces termes, ce n'est pas juste une lacune de vocabulaire. C'est se couper d'une immense partie de la culture populaire, du cinéma de Michel Audiard jusqu'au texte de rap contemporain. C'est passer à côté de l'humour, des sous-entendus. C'est vraiment la différence entre comprendre la lettre d'une conversation et en saisir l'esprit. La maîtrise de ces registres, c'est un marqueur d'intégration culturelle extrêmement puissant. Bon, tout ce vocabulaire, qu'il soit anxieux, technique ou argotique, il doit bien se matérialiser quelque part. Tout cet argent, abstrait ou concret, il finit par être échangé. Et c'est là qu'on arrive à notre dernière étape, le théâtre de ces interactions. Le shopping, c'est le moment où le tabou est obligé de se lever au moins le temps de la transaction. Oui, le commerce, c'est la grande scène où la relation à l'argent devient publique. Et là encore, le vocabulaire est très révélateur des pratiques culturelles. La langue fait des distinctions très fines. Par exemple, on ne dit pas la même chose si on achète à manger ou si on achète des vêtements. D'un côté, on va faire les courses. Ça renvoie à une nécessité, une tâche, presque une corvée. De l'autre, on va faire du shopping ou faire les magasins. Et là, ces expressions évoquent le loisir, le plaisir, le choix. Cette distinction, elle est fondamentale. Elle sépare le besoin du désir. Et même quand on n'a pas les moyens, la langue a prévu une activité de substitution. Faire du lèche-vitrine, c'est génial comme expression. C'est une activité en soi, une sorte de consommation par procuration qui est socialement acceptée. Mais allons au cœur du réacteur, les soldes. En France, ce mot il est presque magique. Ce n'est pas juste une promotion ou une selle, comme on dirait en anglais, n'est-ce pas? Il y a une dimension quasi institutionnelle derrière ce mot. Vous mettez le doigt sur un point crucial. Les soldes en France, ce n'est pas un simple outil marketing laissé à la discrétion des commerçants. Non, ce sont des périodes de vente qui sont très strictement régulées par la loi, avec des dates nationales pour les soldes d'hiver et d'été. C'est un événement national, un rendez-vous collectif attendu par des millions de gens. Le mot est donc chargé d'un poids légal et culturel immense. Il y a une culture des soldes, avec ses stratégies, ses rituels. C'est bien plus qu'une simple réduction ou un rabais. C'est un véritable phénomène de société. Et les lieux où ça se passe, ils sont aussi nommés de façon spécifique.
En français, les mots magasin, boutique et grande surface ne sont pas vraiment interchangeables. Ils ne décrivent pas seulement des tailles différentes, ils portent en eux des visions du monde presque opposées. Tout à fait. Une boutique, ça évoque le petit commerce, la spécialisation, un certain savoir-faire, une relation personnelle avec le vendeur. C'est un mot valorisant. À l'opposé, la grande surface ou l'hypermarché, ça renvoie à la consommation de masse, à l'anonymat au prix bas. Ces mots racontent l'histoire économique et sociale de la France des 50 dernières années. C'est la tension permanente entre la défense du petit commerce de proximité et l'efficacité écrasante de la grande distribution. Choisir d'aller dans une boutique plutôt qu'une grande surface, ça peut même être un acte perçu comme politique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment toute cette chorégraphie du paiement, avec la caisse, le terminal, le fameux sans contact qui a tout accéléré, tout ça se termine par l'obtention d'un ticket de caisse. C'est la preuve matérielle que la transaction a bien eu lieu, que le tabou a été bravé et que l'échange s'est conclu. On repart avec ce petit bout de papier, comme un trophée ou une preuve de notre participation au grand jeu de l'économie. C'est une excellente synthèse. La transaction, c'est un petit drame social en plusieurs actes, et chaque mot du lexique en décrit une étape précise. Maîtriser ce vocabulaire, donc, ce n'est pas seulement apprendre à acheter un produit, c'est apprendre à jouer son rôle de consommateur dans le contexte culturel français. C'est en comprendre les codes, les attentes et les subtilités. Alors, si on fait le bilan de ce voyage, on est parti d'un concept intime, un peu angoissant, le budget. On a ensuite exploré la nature double du mot « argent », partagé entre une abstraction technique et une familiarité argotique très riche. Et on a terminé sur la scène publique du shopping, un rituel social extrêmement codifié. On voit bien que cet ensemble de vocabulaire n'est pas une simple liste. C'est un véritable kit de survie pour naviguer dans l'économie et la société française. C'est exactement ça. Et ça nous ramène au titre de la source. Parlez de votre budget. L'accent est mis sur le verbe « parler », sur l'action, la communication. L'objectif n'est pas de connaître des mots de façon passive, mais de pouvoir les utiliser pour interagir, pour se positionner, pour échanger. C'est la confirmation ultime que l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour vivre, pour créer du lien et pour trouver sa place dans une culture. Une exploration passionnante qui montre bien que derrière les mots les plus banals se cachent des mondes entiers. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et pour prolonger la réflexion, j'aimerais laisser une dernière question en suspens. On a beaucoup parlé de la gestion du quotidien, de la dépense, mais comment la langue française aborde-t-elle le futur financier ? Quel vocabulaire est-ce qu'on utilise pour parler d'épargne, d'investissement, de projets à long terme ou même de dette ? Est-ce que c'est un langage aussi riche et nuancé ou est-ce qu'au contraire, il est plus pauvre, plus technique ? La manière dont une culture parle de son avenir économique, ça pourrait bien être le reflet le plus profond de sa confiance ou de ses craintes face à l'incertitude. C'est peut-être là que se cache la prochaine clé de lecture.